Vous savez que la perspective comparative est une préoccupation constante du réseau. Comparer suppose une remise en contexte à la fois institutionnel, politique, historique. Et donc c'est à ce défi que les intervenants de ce matin vont essayer de répondre. Nous allons entendre 4 interventions. Je vais d'abord passer la parole à Tania Auger de l'Université de Fribourg. Donc on bouleverse un tout petit peu l'ordre de passage. Donc je vous rappelle qu'en raison donc, du retard qui est pris, malheureusement, on m'a demandé d'être drastique sur le temps. Donc chaque personne va intervenir une bonne quinzaine de minutes. Il n'y aura pas de questions après les intervenants, mais un moment de débat regroupé donc en fin de panel. Je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est la seule manière qu'on puisse tenir le timing, puisqu'à 12h40 au plus tard, on doit pouvoir aller déjeuner. Voilà, je passe sans plus attendre la parole donc à Tania. Bonjour, merci beaucoup Marie. Il y a une fameuse publicité qui, d'Ovomaltine, j'ai 2 minutes pour je ne sais plus quoi. J'ai 15 minutes pour vous expliquer un contexte qui me semble quand même assez complexe, avec cette provocation de l'artiste Ben, La Suisse n'existe pas, qui faisait partie de l'expo nationale, je ne sais plus, à Séville, voilà, du pavillon national suisse, et qui a occasionné beaucoup de débats en Suisse. La Suisse n'existe pas parce qu'il y a cet plurilinguisme interne, mais c'est aussi parce qu'on a chacun sa représentation, et ça vaut évidemment aussi pour toute chose, tout objet. Et je vais vous faire part de ma représentation, de ma compréhension du contexte suisse. Je ne vais pas passer plus de temps à vous expliquer le plan. Donc cette diversité linguistique et culturelle, elle est au cœur de la Confédération helvétique, avec justement une combinaison entre diversité linguistique, diversité interne, par laquelle on parle des 4 groupes linguistiques nationaux, et diversité externe liée aux migrations. Je vous situe ici les différents groupes linguistiques qui se retrouvent donc dans cette confédération helvétique avec cette devise nationale que finalement très peu de Suisses connaissent. On pense seulement d'habitude que c'est la devise des 3 mousquetaires, mais c'est aussi la devise nationale suisse. Tous pour un pour tous. Ça se combine. Donc avec cette Helvetia, ce personnage de la Helvetia qui rassemble les différentes Suisses. Et cette photo est celle d'une sculpture à Bâle où on voit Helvetia qui est assise au bord du Rhin et qui regarde ce Rhin et qui pense au reste du monde, au voyage qu'elle pourrait faire. Et donc cette diversité interne qui se combine avec la diversité externe liée aux migrations. Donc évidemment, quand on doit situer un peu le contexte socio-historique, eh bien ça m'a fait retourner au texte dit fondateur, la Confédération helvétique. Donc le peuple et les cantons suisses, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et la paix, dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, déterminés à vivre ensemble leur diversité dans le respect de l'autre et de l'équité. Donc il y a plusieurs éléments, mais qui fondent cette union des 4 peuples, des 4 groupes linguistiques dans cette confédération, avec ici le serment des 3 Suisses, une horrible statue dans le palais fédéral. Mais on voit tout à fait que derrière l'implicite de ce discours sur la diversité qui est dans ce texte fondateur, eh bien, il ne parle implicitement que de la diversité interne. Et puis, un autre texte important par rapport à ce discours normatif sur la diversité, et c'est la loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques qui règlent l'utilisation des langues
au sein du système helvétique. Et le soutien, la valorisation du plurilinguisme avec, d'un côté, le but de renforcer le quadrilinguisme et de consolider la cohésion. Donc on a toujours cette tension entre vivre ensemble, mais dans le respect des différences. Et ici, des principes qui, la Confédération veille à accorder un traitement identique aux 4 langues nationales et garantit la liberté pour chacun de parler sa langue nationale sous-entendue. Et ce principe important, en même temps de la territorialité des langues, à un territoire est associée une langue, voire 2, des territoires sont définis comme bilingues, ce qui a des incidences au niveau de l'école, et aussi le principe au niveau individuel que chacun doit pouvoir s'adresser à l'État dans sa langue nationale, évidemment. Donc, dans ces principes, aucune mention des langues de la migration. La réflexion est focalisée sur la diversité interne. Parce que si on pense à la diversité externe, ça fait finalement pas si longtemps que ça que la Confédération helvétique s'est acceptée comme étant pays d'immigration. Pendant très longtemps, la Suisse était un pays d'émigration. Et finalement, ce n'est que depuis 2007 que l'intégration des étrangers, c'est comme ça qu'on parle encore en Suisse dans le domaine de l'administration, est devenue une tâche incombant à la Confédération, aux cantons et aux communes. Donc ici, je vous ai mis l'ordonnance sur l'intégration des étrangers qui, en fait, valorise surtout la question de l'acquisition de la langue de la région dans laquelle ils vivent et très peu des autres dimensions de l'intégration. On peut encore citer l'article contre la discrimination raciale qui a été introduit en 1995 et qui interdit la discrimination raciale, mais uniquement, alors voilà, c'est le terme qui correspond à la Convention de l'ONU, uniquement lorsqu'elle est exprimée de façon publique. Donc c'est vraiment une protection à minima contre les discriminations. Il faut que ce soit exprimé de façon publique. Néanmoins, depuis cet article-là, qui a fait l'objet d'une votation, eh bien, il y a aussi l'institution d'une commission fédérale contre le racisme. Donc, petite question qui correspond un peu à, il me semble, si on veut résumer la réflexion officielle sur la diversité en Suisse, c'est un peu comme si on pensait aux langues quand on pense à la diversité interne. Donc, les Suisses, ils ont une diversité interne linguistique et on pense à la dimension culturelle pour les migrants. Donc, les discours, mais aussi beaucoup de recherche et d'innovation, notamment pédagogique, vont se focaliser soit sur la diversité interne, soit sur la diversité externe, mais elles sont très rarement articulées. Et la diversité interne, elle est perçue avant tout comme une diversité linguistique. On ne parle pas de groupes culturels, encore moins de groupes ethnoculturels, comme le terme qu'utilisent les Québécois, pour parler des alémaniques, des romans, etc. Ce sont juste, soi-disant, des groupes linguistiques, comme s'il n'y avait pas de dimension interculturelle. Et puis, la diversité externe, elle est souvent et généralement perçue uniquement comme une diversité culturelle et oubliée lorsqu'on s'intéresse à la diversité linguistique. Alors, une hypothèse, peut-être qu'on l'oublie, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de gérer 4 langues nationales. On ne va pas encore se compliquer avec les langues de la migration.
La diversité externe, elle est souvent pensée sous le critère de la nationalité, en distinguant Suisse et étranger. Ça va un peu mieux, mais dans les statistiques, pendant très longtemps, on n'avait que des statistiques de l'Office fédéral de la statistique qui recensaient le nombre de Suisses par rapport au nombre d'étrangers. Mais étant donné les conditions pour l'acquisition de la nationalité, qui sont très différentes d'autres pays, ces comparaisons de taux d'étrangers n'ont absolument aucun sens. La Suisse, par exemple, faisant partie des pays qui ne reconnaissent que le droit du sol, le droit du sang, et pas le droit du sol. Et donc là, un des rares tableaux, évidemment, je n'aurai pas le temps de le regarder en détail, mais qui fait cette distinction entre les personnes qui ont la nationalité suisse de personnes qui n'ont pas la nationalité suisse et qui vivent en Suisse, et puis les personnes qui sont nées en Suisse et les personnes qui sont nées à l'étranger. Et dans les discours publics, mais aussi malheureusement dans certaines publications, on a souvent une confusion entre être étranger et être immigré, ce qui n'est pas exactement la même chose. Par chance, peut-être, c'est quand on fait les calculs, on se rend compte, même si ça ne regroupe pas exactement les mêmes personnes, que finalement le pourcentage d'étrangers et le pourcentage d'immigrés est presque identique. 25% pour le pourcentage d'étrangers et 29% pour le pourcentage d'immigrés. Et à chaque fois, 50%, à peu près 50%, soit des étrangers, soit des immigrés, vivent en Suisse depuis au moins 10 ans. Donc ça veut quand même dire, à chaque fois, la moitié de la population est déjà, fait partie, et depuis longuement, voire même depuis la naissance en Suisse. Alors, j'ai pris juste très rapidement un thème. Les langues sont en train de focaliser pas mal de débats. Enfin, ça dure déjà depuis un moment, mais ça ressort périodiquement à l'école. Parce que, évidemment, qu'il faut se poser la question de quelle langue on va enseigner comme langue étrangère. Et là, la didactique des langues considère du coup qu'une langue nationale devient une langue étrangère. Donc il y a aussi pas mal parfois d'ambiguïté. En Suisse romande, la première langue étrangère qu'on apprend est l'allemand, c'est-à-dire une langue nationale. Et puis aussi, dans quelle langue est-ce qu'on enseigne? Est-ce que dans les régions bilingues, on enseigne dans les deux langues du coin? Quand est-ce qu'on utilise ces langues? Et surtout, quand est-ce qu'on les introduit et dans quel ordre? Et là, alors qu'il y a, en 98, on définissait que la première langue la première langue étrangère enseignée doit être une langue nationale. Finalement, ce principe est remis en question, adouci, et ça n'est plus le cas. Dans quelques cantons, les cantons de Suisse orientale, eh bien, ont remis en question l'enseignement du français, et donc cet objectif de solidarité confédérale en commençant par l'enseignement de l'anglais, ce qui aboutit à des récriminations de la part des Suisses romands qui se sentent exclus. Autre tension autour des langues à l'école, eh bien, c'est en Suisse alémanique la situation particulière de diglossie que les romans oublient souvent. Les alémaniques parlent en dialecte, mais doivent écrire en allemand standard et pas en bon allemand, comme on dit parfois. Et la question est du coup, dans quelle langue est-ce qu'on enseigne à l'école? Et depuis un certain nombre d'années, il y avait un consensus qu'à l'école, les écoles alémaniques enseignent en allemand. Ce qui veut dire, pour des enfants venant de familles qui parlent le dialecte alémanique, l'entrée à l'école correspond à l'entrée dans un monde linguistique étranger, tout à fait nouveau. Et là, c'est remis aussi en question. Et plusieurs initiatives
dans différents cantons qui veulent réinstaurer le dialecte à l'école, notamment à l'école enfantine. Mais je vais y arriver. On voit bien avec ces photos, derrière cet argument identitaire et qu'on peut bien comprendre, il se glisse aussi des arguments politiques et xénophobes. Mais c'est une discussion qui devrait être faite de façon beaucoup plus posée sur aussi quelle est, voilà, pour les enfants allophones, eh bien, si l'école est en suisse allemand, ils apprennent aussi une langue qui leur sera utile dans l'intégration professionnelle. Mais voilà, j'ai malheureusement pas le temps d'aller plus loin sur cette question, mais c'est un autre point de friction sur la diversité en Suisse alémanique, investi maintenant par certains partis politiques. Donc, j'en suis à ma conclusion. La Suisse plurilingue et multiculturelle, eh bien, me semble être un cordonnier plutôt mal chaussé, car souvent on en parle, quand on va à l'étranger, on nous en parle comme un modèle, mais en fait on a beaucoup de peine à articuler diversité interne et externe et dimension linguistique et culturelle. Et ces tensions autour de la diversité interne, externe, linguistique et culturelle sont justement maintenant reprises par le politique et envahissent l'école, qui devient le terreau de lutte politique qui, avant, épargnait le contexte scolaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tania, et désolée de devoir faire accélérer tout le monde. On va maintenant passer tout de suite donc, la parole à Maryse Potvin de l'Université du Québec à Montréal, qui va nous faire un portrait rétrospectif, je pense, du discours normatif québécois en la matière. Alors bonjour, je vais ne pas trop parler en fait du milieu scolaire, puisque juste après, il y a une session qui va porter avec Marie McEndroe, qui va porter sur les encadrements et les enjeux spécifiques au milieu scolaire. Donc, je vais rester assez générale. J'ai essayé je vais peut-être rapidement aussi discuter de la nature de la Confédération canadienne aujourd'hui, c'est-à-dire que le pays, je vais parler surtout du Québec, mais par contre, je pense qu'il est important de rappeler que le Canada est un pays d'immigration de longue date. Il s'est construit d'ailleurs sur les vagues migratoires successives. C'est un pays qui officiellement a 3 caractéristiques. Il est bilingue officiellement, puisque la loi sur le bilinguisme de 69, il est multiculturel, puisque dans la Constitution, il y a un article, à l'article 27, je pense, qui dit qu'il y a des nations autochtones, donc c'est les seules nations qui existent au Canada officiellement. Et c'est un pays aussi qui est multiculturel, donc il y a la loi sur le multiculturalisme de 1988 qui fait qu'il a plusieurs caractéristiques comme ça. Évidemment, le Québec s'est inscrit différemment dans ses rapports à la diversité et dans ses rapports avec le Canada. Donc, les rapports du Québec avec la diversité sont étroitement associés à ces rapports ou à la concurrence de loyauté, si on peut appeler ça comme ça, avec le Canada. Évidemment, comme c'est un pays d'immigration, rapidement, les statistiques ethniques, comme on les appelle ici et qui n'existent pas en France, existent de longue date. Donc, depuis les premiers recensements, même en 1666, Jean Talon avait déjà inscrit des origines ethniques pour distinguer les Français des Autochtones en particulier, qui n'étaient pas pris tellement en considération à l'époque dans le recensement. Mais bon, donc les statistiques ethniques existent de longue date et on pourrait même en rediscuter entre nous parce que les Européens, c'est un sujet de l'heure aussi en Europe depuis de nombreuses années. J'ai mis en parallèle un petit peu pour analyser le discours normatif 4 sortes de paradigmes. Je ne sais pas si on les voit. Je vais passer rapidement.
C'est-à-dire, au Québec, on est passé d'une approche interculturelle qui existe plus ou moins encore aujourd'hui, en combat plus ou moins dans les milieux, dans les années 70-80, avec l'antiracisme, notamment en milieu scolaire. Ensuite, on a déboulé un peu plus sur des enjeux de citoyenneté, c'est-à-dire il y a eu un forum national qui a voulu définir une citoyenneté québécoise. Et aujourd'hui, le discours avec le nom du ministère qui s'appelle maintenant l'immigration, l'inclusion et la diversité, dont on est dans une logique plus d'inclusion et d'équité. Donc, même si les politiques officielles dans le discours qu'on appelle normatif n'ont pas tellement changé, puisqu'on a les mêmes politiques depuis 90 et 98, dont je vais mentionner le nom tout à l'heure, le discours normatif a quand même changé légèrement avec le temps. Là, je vois absolument rien, c'est tout petit, cette affaire-là. Donc, j'ai parlé déjà de l'État fédéral. L'éducation est une juridiction exclusive. Et bon, j'ai parlé des caractéristiques de l'État fédéral. Et jusqu'aux années 60, je pense que c'est important de le rappeler, puisque le Québec étant perçu comme une province et un groupe minoritaire au Canada et en Amérique du Nord, pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée presque du Parti québécois au pouvoir, se superposait une frontière ethnique et une frontière de classe entre francophones et anglophones, qui a bien été documenté par la commission Laurando-Dunton dans les années 60. Et les immigrants, à cette époque-là, aspiraient à gravir les échelons économiques, donc s'associaient davantage aux anglophones, puisque les anglophones maîtrisaient le marché du travail et avaient les institutions les plus riches, les écoles, les hôpitaux, etc., pour accueillir les immigrants. Donc, il y avait une tendance à aller vers la communauté anglophone. Alors, les Canadiens français de l'époque, qui se définissaient comme minoritaires, l'immigration était longtemps perçue comme une menace que l'État québécois ne contrôlait pas jusqu'aux années 60, et en particulier jusqu'en 68, une année où le ministère de l'Immigration québécois est né. Et de plus en plus, à partir de cette époque, l'immigration sera élevée au rang d'enjeu politique majeur dans les rapports Québec-Canada, et donc étroitement associée à la consolidation de l'affirmation nationale québécoise et à la construction de l'identité nationale québécoise, malgré les discours populistes et à Mathieu Bock-Côté d'aujourd'hui qui disent plus ou moins le contraire, mais c'est étroitement lié à cette construction nationale. La concurrence entre les deux universalismes nationaux vont se définir respectivement vont vouloir se définir comme des camps de loyauté ou des camps de légitimité pour les vagues migratoires qui vont arriver. Et donc, il y a toutes sortes de stratégies d'allégeance citoyenne et d'intégration qui vont se construire au fil du temps. Et donc, faut toujours se rappeler que l'immigration a été étroitement associée au statut politique du Québec au sein de la Fédération, et ça va orienter l'ensemble des politiques et du discours normatif québécois jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans les années 70, très rapidement, le discours public depuis les années 70, a toujours été un discours inclusif sur la diversité, un dispositif juridique, politique, institutionnel en matière de droits de la personne assez sophistiqué, avec des politiques d'intégration et d'immigration et de reconnaissance de la diversité, donc ça date de quand même une quarantaine d'années, qui confortait les droits de la personne, qui plaçait la neutralité de l'État de façon précise. La Charte des droits et libertés a été adoptée même avant la loi 101 en 1975 et même avant la Charte canadienne des droits, donc je pense que c'est important de le rappeler. Et depuis, il y a eu une avancée importante de la jurisprudence, notamment en matière d'accommodement raisonnable et d'interprétation, si on veut, de la discrimination indirecte et des droits de la personne, qui ont des impacts jusqu'à aujourd'hui, puisque ça fait partie du cadre normatif avec lequel les acteurs scolaires doivent jouer au quotidien ou gérer au quotidien ou manipuler au quotidien. Donc, il y a eu la Charte de la langue française qui a, en 1977, amené les immigrants à l'école française à plus de 90 % aujourd'hui. Donc, on est passé dans les années 70 à plus de 80 % des élèves issus de l'immigration qui allaient à l'école anglaise. Et aujourd'hui, avec la Charte de la langue française, donc la loi 101, c'est 90 % des enfants immigrants qui vont à l'école française. Je vais passer rapidement là-dessus. Je pense que Marie va peut-être en parler demain.
bon, en tout cas. Dans les années, donc, 70, 80... qu'on ne voit pas tellement. Bon, en tout cas, on va passer d'une conception officielle qu'on appelait la convergence culturelle, qui était une convergence autour d'une culture française pour notamment se distinguer du multiculturalisme canadien, qui faisait en sorte que les Québécois, la nation, disons, que la conception de la nation était diluée ou traitée un peu comme un groupe ethnique minoritaire, un peu comme les autres, et non pas comme un peuple fondateur du Canada, etc. Donc, l'argumentaire, si on veut, souverainiste de l'époque, était beaucoup de développer une politique, une conception de l'interculturalisme qui était différent et qui se posait différemment que le multiculturalisme canadien, qui était une espèce de mosaïque et juxtaposition des cultures les unes par rapport aux autres. Ensuite, il va passer à une conception du contrat moral avec l'énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration qui va mettre les balises précise de l'interculturalisme québécois, mais qui ne se nomme pas comme tel. Donc, c'est une politique qui ne se dit pas clairement interculturelle, malgré l'utilisation du terme beaucoup dans la politique comme telle, mais ne se définit pas comme tel, comme interculturalisme. Et en 2000, il y a un contrat civique commun qui n'a jamais abouti vraiment sous forme de politique, qui avait été tenté. Donc, on est passé donc on a changé un peu de paradigme d'une époque à l'autre, si on veut, dans le discours normatif. Dans ces changements, les communautés culturelles ou les groupes ethniques ou les minorités ont été à la fois successivement des communautés culturelles dans les politiques, des Québécois des communautés culturelles, ensuite des citoyens de toute origine et des minorités visibles, bon, etc. Il y a toute une terminologie qui a été associée aux différents changements de paradigme. Le modèle l'interculturel québécois, le dit modèle d'interculturalisme québécois, est étroitement associé à l'appartenance à la société, la langue officielle du Québec, mais il n'existe pas officiellement au Québec de loi équivalente à la loi sur le multiculturalisme de 1988. Rapidement, là, je pense que... oui, 5 minutes. Oh, bon, mon Dieu. Mon Dieu. OK. Bon, je vais aller plus vite que ça. Alors, simplement dire que dans les années 70-80, on est dans un paradigme interculturel qui va être un peu aussi en débat avec un discours plus marxiste dans les milieux syndicaux en particulier, où on adoptait une perspective beaucoup plus antiraciste, qui dénonçait notamment les rapports de domination et de pouvoir. Donc, on avait deux discours, disons, publics qui se chevauchaient dans l'espace public, où on avait tendance à avoir un discours anticolonialiste qui favorisait, si on veut, une forme de mouvement de libération nationale québécois antiraciste, notamment dans les milieux syndicaux, et parallèlement aussi un modèle d'interculturalisme qui se plaçait en s'opposant au modèle du multiculturalisme canadien. Le passage du statut de groupe majoritaire en 1977, après la loi 101, il y a eu un passage qu'on peut appeler symbolique et politique qui va... La conception de la collectivité va passer de minoritaire à majoritaire et ça va orienter le discours normatif sur l'intégration qui va devenir l'intégration à la majorité francophone, marquée par la centration pendant tous les années 90 du débat sur le culturel durant cette période. Donc, progressivement, le discours nationaliste ou souverainiste du Parti québécois, du gouvernement Lévesque, va se dissocier de ses références anticolonialistes, tiers-mondistes, et il va passer donc d'un mouvement de libération nationale à une affirmation nationale comme majoritaire, ce qui change le discours normatif, évidemment. Donc, je parle de la frontière interne, frontière externe, de l'ethnicité, mais ça, j'ai pas le temps d'en parler. Dans la foulée, les perspectives critiques, donc, vont être délaissées. Et là, les politiques publiques vont s'axer davantage sur l'intégration à la majorité et donc au groupe dominant au Québec et va délaisser donc les perspectives plus anticolonialistes. Je vais passer sur le milieu scolaire parce que j'ai pas le temps d'en parler. Par contre, dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000, l'énoncé de politique
qui va établir une sorte de contrat moral de l'immigrant avec la société d'accueil pour s'intégrer en respectant les valeurs centrales de cette société qui sont posées comme suit. Français, langue commune de la vie publique, valorisation du pluralisme, de l'échange interculturel et du respect des valeurs démocratiques et la participation de tous et la lutte contre notamment en emploi et la lutte contre les discriminations. C'est un modèle qui existe encore, cette politique est encore effective aujourd'hui, qui va être combinée à une politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle vers la fin des années 90, qui va avoir beaucoup d'impact, notamment sur l'intégration en région, sur l'accueil et la francisation, sur la formation initiale et continue du personnel scolaire dans une perspective d'éducation interculturelle, et aussi sur l'éducation à la citoyenneté, puisque c'est une politique qui pose et qui, même avant l'introduction du programme, qui volontairement posait l'enjeu de l'éducation à la citoyenneté dans le curriculum formel. Et l'éducation interculturelle est définie comme un savoir-vivre ensemble dans une société francophone, démocratique et pluraliste. Ces valeurs-là n'ont pas changé dans le discours public depuis. Par contre, à la fin des années 90, au début des années 2000, au Canada comme au Québec, on est dans une vague de sentiments de menace à la cohésion sociale et de peur de la fragmentation sociale, découlant notamment du multiculturalisme. Et donc, au Canada et au Québec, notamment, il va y avoir un forum national sur la citoyenneté où on pose l'idée du contrat civique commun qui clairement posait l'appartenance au Québec de façon beaucoup plus centrale que la question de l'égalité et les valeurs communes beaucoup plus centrales que la reconnaissance des différences. Donc, et on a évacué la question autochtone parce que les Autochtones, apparemment, ne font pas partie de la politique, de la communauté politique commune. Donc, on les avait complètement évacués du débat. Progressivement, donc, on a vu que le relativisme culturel ou l'interculturalisme a fait place au courant de la citoyenneté plus normatif, qui occulte plus davantage les différences, qui est plus axé sur la cohésion sociale et la peur de la fragmentation. À partir du milieu des années 2000, il y a l'institutionnalisation de ce paradigme civique par la réforme dans les nouveaux programmes d'éthique, moins d'éthique et culture religieuse, mais plus d'éducation à la citoyenneté, où on met l'accent sur le pluralisme normatif dont Georges a parlé ce matin, mais pas nécessairement sur les rapports ethniques et les rapports de pouvoir. Et donc, il y a toute une dimension plus sociologique ou critique qui manque beaucoup, d'ailleurs, dans l'éducation à la citoyenneté. Ça pourrait être un objet de débat, mais aussi qui manque, je trouve, parfois, dans l'éthique et culture religieuse. Montée du néoconservatisme, on a mentionné Mathieu Bock-Côté, mais il y a aussi beaucoup d'autres auteurs, notamment Jacques Beauchemin, etc., qui, dans toute la période du milieu des années 2000, va avoir un discours sur les valeurs et les normes québécoises et sur l'identité québécoise qui revient de façon importante. Donc, donc on est dans une perspective beaucoup plus civique. Par contre, progressivement, on a un nouveau paradigme antidiscriminatoire qui émerge dans les politiques publiques, mais surtout par les acteurs sociaux. Récemment, par exemple, il y a des jeunes qui revendiquent une commission d'enquête sur le racisme systémique. Là, je pense que tous les gens ont vu ça. Et donc, on a un paradigme antidiscriminatoire qui est beaucoup imposé, ou pas imposé, mais influencé, disons, par les textes internationaux, notamment tous les enjeux, les objectifs du millénaire, l'agenda post-2015 des Nations unies, les textes de l'UNESCO, où on préconise des politiques inclusives qui ont été adoptées d'ailleurs en éducation dans 4 provinces canadiennes, en Alberta, en Colombie-Britannique, notamment la stratégie en Ontario, et qui réintroduit un regard beaucoup plus critique sur l'approche des droits, des besoins et la persistance notamment des mécanismes de reproduction du racisme et des discriminations, en particulier en milieu scolaire. En 2006, il y a eu au Québec une tentative d'élaboration d'une politique antiraciste qui a été complètement occultée par la commission Bouchard-Taylor, où là, ça s'est mis à déraper dans les médias un peu partout, comme vous savez. On pourra en parler plus aussi. Donc, il y a eu un plan d'action qui a été adopté par la suite, la diversité, une valeur ajoutée, où on n'a pas osé vraiment adopter une politique très antiraciste, mais c'est une politique d'intégration des immigrants en région et sur la participation à
la vie économique. Donc, on s'est résumé un peu à ça. Ensuite, il y a eu une crise impulsée par le politique qu'on a appelée de la charte de la laïcité ou la charte des valeurs québécoises et qui ramène évidemment aussi la question du racisme et des discriminations sur l'avant-scène dans le débat public. Et plus récemment, deux rapports du Conseil supérieur de l'éducation qui parlent spécifiquement de discrimination en milieu scolaire, de zones de vulnérabilité, de perspectives inclusives et d'équité, et le ministère de l'Immigration qui a changé de nom, qui s'appelle Inclusion et diversité. Donc, on voit l'appellation, la terminologie qui change au fil du temps. Juste Je conclus. Les débats publics, les belles images ici, c'était pour illustrer à quel point simplement dire que dans ces débats qui nous ont tenus en haleine depuis 2006, en fait, depuis le jugement de la Cour suprême sur le port du kirpan à l'école québécoise, on s'est rendu compte que dans l'opinion publique, il y avait d'abord une grande méconnaissance ou une faible connaissance des balises des normes et des aspects normatifs de la société québécoise, notamment la Charte des droits, la notion d'accommodement raisonnable, comment l'appliquer, etc. Donc, ça c'est beaucoup ressorti dans les débats publics. Et en dépit, donc, d'un discours normatif sur l'interculturalisme, la citoyenneté, etc., on a vu que l'éducation interculturelle ou même l'éducation à la citoyenneté n'a pas permis, dans une situation de crise, si on veut, lorsqu'elles ne prennent pas en compte, si on veut, la construction négative des groupes qui sont au centre des débats, n'ont pas permis, ont montré quand même les limites de ces approches-là dans le contexte de crise. L'amalgame entre intégration des immigrants, accommodement, la confusion sur les valeurs civiques et le patrimoine majoritaire, le clivage même ville-région, intergénérationnel que ça a créé, ce débat, les rapports entretenus avec la religion, tout ça est ressorti durant ces débats-là, mais qui montre aussi une certaine faiblesse, si on veut, d'une emprise du pouvoir, du discours normatif sur les pratiques des acteurs et sur la capacité des acteurs de s'approprier ce discours normatif-là. Donc, résultat des courses, conclusion, je vais essayer de faire assez rapidement, il existe un écart important entre le discours normatif qui doit se redéfinir parce qu'on ne sait plus aujourd'hui si on est dans une politique interculturelle, une politique inclusive, une politique antidiscriminatoire ou une politique civique ou l'ensemble. Ça peut être différents volets, mais c'est pas clair. Donc, la façon de nommer la politique est en déficit au Québec actuellement, ou en tout cas manque. Le principe on se rend compte aussi que l'écart entre le discours et la mise en œuvre réelle dans les pratiques, que ce soit en milieu scolaire ou dans d'autres milieux de travail aussi, il y a les principes de discrimination positive et d'équité bien développés par le droit et les politiques peinent à s'imposer dans les milieux et qu'il y a un décalage donc entre l'évolution du droit, l'évolution des politiques publiques et la mise en œuvre et l'appropriation par les gens dans les milieux de pratique. Donc, on a de la difficulté à nommer certains phénomènes en particulier, comme le racisme systémique, comme si le fait de mettre ces débats ou ces questions dans les politiques serait une preuve que le modèle québécois ne fonctionne pas et se remet lui-même en question. Et il semble que ce soit difficile dans le discours politique de l'intégrer aujourd'hui. Merci. Merci Maryse, et encore une fois, désolée de faire courir tout le monde, je sais que c'est frustrant. Voilà, on va tout de suite passer la parole donc à Fabrice Dume, qui nous vient donc de l'Université Paris-Descartes. Je passe tout de suite la parole. Je ne sais pas si ça fonctionne, non. Vous m'entendez comme ça Oui, ça va avec le micro. C'est Paris Diderot plutôt que Paris-Descartes, même si on est censé fusionner. Alors... Je vais rester ici, puis j'ai pas de projection. On va dire que c'est pour vous reposer un peu le regard et pour changer un petit peu, décentrer au fond les choses. J'ai proposé de poser le cas français comme marqué notamment par un imaginaire encombrant, des mots plombés d'histoire et des lunettes embuées. Je veux dire par là que je vais essayer d'approcher le discours normatif autour de l'institution scolaire vu à travers quelques grands mots
qui traversent et qui marquent l'histoire de l'institution scolaire. Égalité, diversité, intégration, laïcité, communautarisme, etc. Et contrairement à Maryse, je ne vais pas adopter une perspective vraiment socio-historique. On reviendra avec quelques éléments de socio-histoire un petit peu au fur et à mesure. Mais quelque part, je vais peut-être plutôt faire ressortir, par l'espèce d'indiscipline de mon propos, ce qui m'apparaît comme le sentiment peut-être le plus important dans cette affaire, c'est pas une lecture très claire de la situation, pas une lecture très claire de transformation historique, et plutôt du coup refléter une impression d'une cohabitation assez peu hiérarchisée, et surtout qui, si on regarde un petit peu la juxtaposition de ces mots, peut-être assez superficielle au regard de tendances lourdes qui se maintiennent. Je vais y revenir. Des tendances lourdes, c'est-à-dire finalement un modèle français ou un cas français avec des tendances assez lourdes, et une juxtaposition de toutes sortes de mots, inclusion, discrimination, etc., mais qui ont assez peu de pénétration, d'une certaine manière, de ces tendances lourdes qui continuent finalement à organiser les choses. Simplement indiquer que ma réflexion elle est construite de mon point de vue, qui est de travailler sur la question très largement des discriminations à l'école, dans une perspective qu'on dirait peut-être plus antiraciste ou plus marquée par l'antiracisme au sens québécois, mais ça m'amènera à dire que l'antiracisme en France, l'antiracisme d'État, ne veut pas du tout dire la même chose, et que du coup la question des discriminations est assez dissonante au fond avec le terme même d'antiracisme dans la situation française. Alors, quand je dis discrimination, ça renvoie finalement à la difficulté, au fond de l'institution scolaire, à penser que l'altérité est d'abord un processus d'altérisation et de minorisation par le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un ordre, une espèce de hiérarchie, au fond, dans cette affaire, dans la production même de ces mécanismes-là, qui amènerait plutôt à regarder précisément l'institution scolaire dans la production de ces processus-là. Donc ça m'amène plutôt à considérer des difficultés de changement de paradigme, à être attentif à ces difficultés, à ce qui fait obstacle. Alors je voudrais simplement dire, et en fait je vais faire la conclusion parce que je suis sûr que j'aurai pas le temps de la faire après. Ce que je voudrais faire ressortir, si vous voulez, c'est pas que le discours normatif ne change pas formellement. Par contre, d'une part, les inflexions visibles, les mots nouveaux qui apparaissent sur l'agenda politique correspondent assez peu ou pas aisément à des changements de politique. Et réciproquement, quand il y a des tentatives qu'on peut voir, par exemple récemment, autour de l'usage de la laïcité, très très récemment, dans le discours actuel du ministère de l'Éducation nationale, quand il y a des tentatives de faire évoluer, de faire bouger un petit peu les lignes, ça ne se traduit pas par un discours normatif très clair. Donc un effet de brouillage qui, du point de vue des agents locaux, de l'école, ne voit pas de changement dans l'actuel discours du ministère, quand bien même, de manière assez subtile, on peut discerner un certain nombre de choses. Voilà. Ceci dit, je ne vais pas être très subtil, ça va être assez rapide et plutôt assez, peut-être, j'espère pas trop caricatural. La dernière chose que je voudrais dire, liée à ma conclusion, en fait, c'est que je vais ici le penser du point de vue du discours du ministère de l'Éducation nationale, mais il faut qu'on garde en tête la nécessité de le penser avec les rapports de force politiques à l'échelle macro, et en particulier le fait que nous sommes aujourd'hui dans une époque, enfin pas seulement aujourd'hui, justement, d'assez longue date, dans une forte tendance néoconservatrice, avec un retour en force de l'ethno-nationalisme et d'un discours qui autorise le racisme et l'islamophobie tout particulièrement. Et donc combien l'institution scolaire est prise aussi, est objet aussi de ces manipulations politiques, au titre précisément de l'imaginaire politique qu'elle recèle en France. Voilà pour la conclusion. Alors, la première chose, c'est que je ne voudrais pas donner une lecture figée, caricaturale ou anhistorique de ces questions-là, mais en même temps, il faut se rappeler cet imaginaire encombrant de la société française, avec à la fois une dogmatique de l'unité et une conception de l'universalisme en tant que neutralité. Voilà. Alors, ça amènerait à dire, d'une certaine façon, que la devise française n'est pas, contrairement à la Suisse, un pour tous, tous pour un, parce que tous égale un en français, en français de France. On pourrait se dire que d'une certaine manière, un peu caricaturalement, la devise française, c'est 1 + 1 = 1. Voilà. Ce qui est une équation mathématique assez originale, vous en conviendrez.
Alors, cette logique, si vous voulez, de l'unité, elle connaît évidemment des variations, des tendances. Elle n'est pas du tout univoque, omnipotente, mais néanmoins, elle traverse les choses et elle génère un certain nombre d'effets importants. Pour rappel, la Troisième République, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, a établi une équivalence entre l'arrachement des enfants aux familles pour les socialiser à la nation et l'abandon par les élèves d'autres appartenances communautaires. C'est un élément fort de la matrice finalement idéologique de l'école en France. Il y a derrière ça une conception nationaliste, c'est-à-dire une conception hiérarchisée et antagonique des appartenances subjectives. Entrer dans la nation, dans l'imaginaire français, implique de se débarrasser, d'être nu, d'une certaine manière, dépouillé d'autres identités. Et l'institution prescrit aux agents scolaires de neutraliser l'altérité, selon la croyance qu'être indifférent aux différences générerait l'égalité. Bon, ça, vous le savez, d'accord ? C'est un élément qui me paraît nécessaire de rappeler, mais il n'est évidemment pas complètement rigide. Il n'est pas complètement rigide, y compris parce que dans le contexte actuel de réaction conservatrice, la tendance est de déplacer la question de la neutralité de plus en plus en amont vers les élèves et d'en faire par exemple une condition d'entrée dans l'école. C'est typiquement la loi de 2004 qui interdit les signes religieux à l'école, qui tend finalement à faire de la neutralité une condition d'accès à l'école et non plus simplement un travail opéré à l'intérieur de l'école. Donc on voit que à la fois cet imaginaire se poursuit et qu'en même temps il varie dans le temps. Alors, comme conséquence, ça impose un discours de neutralisation qui se retrouve dans le vocabulaire républicain. Aujourd'hui, tout pour être légitime doit être dit républicain. Et bon, on va supposer que dès lors qu'on le dit, on est légitime. Ça fonctionne comme une contrainte de discours extrêmement importante et pour une partie comme un interdit de penser ou du moins de parler librement hors de cette norme-là. Il est extrêmement difficile de faire entendre certaines choses si on ne pose pas d'emblée républicain, mais si on dit républicain, d'emblée, on est dans un cadre qui limite notre pensée et notre parole. Et ce qui est assez problématique. Alors, ce qui me semble en particulier problématique, c'est que la neutralisation, ou la question du neutre qui est exigée derrière, elle renvoie, au fond, à ce qui est retiré au commun. Pour être neutre, il faut retirer au commun. C'est un processus de sacralisation qui est derrière. La question du neutre renvoie bien plus à une figure du sacré qu'à la question du commun. Donc on le voit dans ce mouvement de dépossession politique, d'une certaine manière, qui s'opère dans cette affaire-là. Et on voit dans la manipulation du terme républicain cette tendance omniprésente à soustraire au débat public, à rendre indiscutable et indiscuté, au fond, un certain nombre de choses. Voilà, pour préserver une espèce d'imaginaire politique global. Alors, deuxième élément, c'est que ça recouvre un système de normes scolaires qui est très puissant, dans lequel le neutre renvoie effectivement au groupe majoritaire, et groupe majoritaire à la fois dans le national, dans la nationalité, mais aussi comme le discours des adultes. C'est-à-dire, au fond, les adultes sont supposés neutres, distanciés, etc., dans cette affaire-là. Et donc, on pense la neutralisation comme une opération à mener sur des enfants, sur des publics de l'école, sur des enfants aussi, sur des familles, donc des publics de l'école. En tout cas, si le neutre n'est pas complètement la propriété du groupe majoritaire, c'est en tout cas présenté comme l'inverse de l'expression minoritaire. Ce qui veut dire que toute expression qui apparaît comme une expression minoritaire va être indexée ou va être rattachée plutôt à l'idée qu'il y a un problème qu'il faudra résoudre en s'attaquant au groupe minoritaire qui tiendrait ce discours ou manifesterait telle et telle question, etc. Ce discours est indexé, au fond, à la figure de l'élève idéal, au sens de Howard Becker. On en trouve des traces dans le discours, y compris le discours de la recherche en sciences sociales. C'est le terme de scolarisation, par exemple. C'est-à-dire, dès lors qu'on pense qu'on a affaire à des groupes particuliers, on les juge si particuliers que pour eux, on parle de scolarisation et donc pas de scolarité. On ne les pense pas normalement dans l'école. On les pense toujours à part, toujours encore à l'extérieur ou trop à l'extérieur pour parler pour eux d'une scolarité au sens normal du terme. Donc ces mots-là, et j'insiste sur le fait, je ne vais pas y revenir après, mais sur le fait que la recherche en sciences sociales est totalement prise, la plupart du temps, dans ce piège-là, reconduit ce discours de la scolarisation dès qu'elle traite des enfants issus de l'immigration, des Roms, c'était les filles avant, etc. Un des effets de cette norme-là,
c'est de privilégier aussi une représentation intellectualisée et assez éthérée de la réalité. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans un discours idéaliste qu'un discours pragmatiste, ou en tout cas qui a sa part de pragmatisme, et en tout cas avec un idéalisme que l'on espère performatif. Un exemple qui me semble assez criant, il date de 1973, c'était le président Pompidou qui disait, je le cite, « La France est profondément antiraciste. Le gouvernement français est fondamentalement antiraciste. En France, de racisme, il n'y en a pas. En tout cas, il ne doit pas y en avoir. » Et ça me paraît assez bien résumé. C'était la réponse du président aux attentats et actes racistes et crimes racistes des années 73, d'accord ? C'est la réponse politique que l'on fait. Et je veux dire, cette difficulté de reconnaissance perdure, même si elle n'est pas unique, omnipotente, mais elle perdure. C'est-à-dire, c'est la tendance quand même à dire ici, il ne doit pas y avoir, donc il n'y a pas. Autre effet, c'est évidemment la tendance à exclure par principe la représentation de la pluralité. Petit clin d'œil à Françoise Lorcerie, il n'y a pas d'élèves musulmans. C'est interrogé Françoise, il n'y a pas d'élèves musulmans, il n'y a que des élèves, d'accord. C'est-à-dire, au fond, on maintient ces questions de la pluralité ou diversité, on les maintient comme une question de savoir profane dans cet univers qui reste, lui, indexé à une espèce de sacralité. Ça a pour conséquence professionnelle un certain nombre de contraintes pour les agents. Je vous donne un exemple d'une inspectrice de l'éducation nationale, une inspectrice générale de l'éducation nationale, qui m'explique que dans mon métier d'inspectrice, je le cite, j'ouvre la porte de la classe, il n'y a pas un blanc. Mais je n'ai pas le droit d'abord de dire il n'y a pas un blanc, parce qu'ils sont tous pareils. C'est la loi de l'école, et je suis censé dire à ce professeur, oh non, vous et au lycée Henri IV, lycée bourgeois du centre de Paris, c'est pareil, c'est les mêmes programmes. Donc on voit à un moment donné, c'est-à-dire la négation au fond d'une diversité, d'accord, pour pouvoir, qui serait le synonyme du maintien de l'unité normative du discours du ministère de l'Éducation nationale. Et on voit bien que les professionnels se sentent piégés, contraints au fond, dans l'impossible reconnaissance politique de ces tensions-là. Alors, ça ne veut pas dire en même temps que le ministère de l'Éducation nationale ne manipule pas aisément, couramment, des catégories ethniques ou culturalisantes. Et il les manipule à la fois pour distinguer les élèves, pour justifier des dispositifs spécialisés, notamment, et il les manipule également pour incriminer des expressions minoritaires. Et l'incrimination des expressions minoritaires, ou la remise en scène des expressions minoritaires, permet au fond de célébrer l'unitarisme. D'une certaine manière, donc on assigne l'altérité, etc., pour mieux montrer combien nous, on est vraiment très fort pour fabriquer de l'unité, si je caricature un petit peu. C'est ce qu'on va avoir dans le couple de concepts, de mots, intégration versus communautarisme. Je veux dire, la carotte et le bâton, d'une certaine manière. Le modèle positif, l'intégration qui neutralise, et quand on n'y arrive pas ou quand on veut dénoncer quelque chose, on met en place un discours sur le communautarisme. Dernier point que je noterai sur ce problème normatif, c'est que le non neutre, ce qui est considéré comme n'étant pas neutre, est géré comme s'il s'agissait de préserver le neutre. Donc, on a tendance à traiter le non neutre comme des scories dont il faut se débarrasser, pour le dire comme ça, et ça se traduit dans l'organisation même du travail, puisque, par exemple, la diversité, si on prend le mot diversité dans le discours ministériel, la diversité est évoquée dans les textes en relation avec ce qui est appelé la composante éducative du métier. C'est-à-dire qu'on prolonge la séparation entre enseignement et éducation, et en disant l'enseignement serait rivé à la norme du neutre, tandis que tout le reste serait renvoyé à la question de l'éducation. On voit bien que ça, c'est des textes qui organisent le métier lui-même, c'est-à-dire définissent à quel titre, finalement, on serait amené à travailler ces questions-là. Donc on voit que dans la manière dont sont posées les choses, on a une définition du problème qui est évidemment ni centrale, ni surtout structurelle, mais qui est toujours contextuelle. La question dite de la diversité ou de l'altérité, etc., est toujours traitée comme une question contextuelle, et donc au fond toujours traitée comme quelque chose qui est importé par les publics dans l'école. Par un défaut de neutralité préalable des publics, de certains publics. Voilà. D'où on en revient à ce même mécanisme, c'est-à-dire la focalisation des politiques publiques dans un travail sur les publics. Et je terminerai là-dessus.
c'est que le discours des sciences sociales est très majoritairement organisé par le même prisme, à expliquer les problèmes de l'école par la singularité des publics. Et là, on a la question de la différence, c'est-à-dire on a une conception tout à fait essentialisante de la différence, qu'en fait une espèce d'élément intrinsèque qui définirait intrinsèquement certains publics et qui évidemment jette dans l'ombre les normes scolaires, comme si elles étaient normales, simplement normales, c'est-à-dire neutres. Moi, j'ai le défi d'essayer de vous présenter le cas de la Belgique et la gestion de la diversité dans notre pays assez intéressant. Et je vais également commencer avec mes conclusions quand il s'agit d'une compétition qui a le système le plus complexe et où est-ce que la gestion de la diversité pose le plus de débats. Je pense que la Belgique a quand même une bonne chance. Si je n'arrive pas à vous convaincre de ceci, j'ai peut-être mal fait mon boulot. Mais je suis ouvert, bien entendu, à ouvrir le débat là-dessus. Est-ce que est transparent? Oui. La version simple pour présenter le cadre institutionnel de la Belgique, c'est que nous avons 3 zones linguistiques. Zone néerlandophone, francophone, allemande et une zone bilingue. Et ces zones linguistiques, ça veut dire que toute communication de la part des autorités publiques et avec les autorités publiques doivent être faites dans cette langue. Donc, quand vous vous trouvez dans la zone néerlandophone, toute la communication avec les autorités doivent se faire en néerlandais. Et nous avons une zone bilingue là au milieu de la carte du pays, ça c'est Bruxelles. Bon, si c'était simple comme ça, je ne pourrais pas vous convaincre qu'on va gagner la compétition avec le Québec ou le Canada et la Suisse. Notre État fédéral est en fait un État fédéral qui fait la combinaison d'entités fédérées territoriales et non territoriales. C'est-à-dire il y a une distinction à faire entre les communautés et les régions. Il y a 3 communautés, il y a 3 régions. Et à la fois les communautés et les régions ont des pouvoirs de décision séparés, ont des institutions gouvernementales séparées. Et je vous explique d'abord les communautés. Bon, il y en a 3, la communauté flamande, la communauté française et la communauté allemande. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? En fait, ils sont compétents pour tout ce qui touche pour faire bref, parce que c'est plus complexe que ça, aux matières linguistiques et aux caractéristiques liées à la personne. Donc, c'est-à-dire enseignement, par exemple, soins, accueil des nouveaux arrivants. Comme vous pouvez imaginer, c'est une relation avec des personnes et il y a un aspect de la langue qui apparaît. C'est une compétence des communautés. Et donc, chaque communauté a son propre parlement et gouvernement, avec tous les pouvoirs liés. La communauté flamande a son autorité dans la région flamande, j'en parlerai dans un instant, mais également dans la région Bruxelles-Capitale, qui est une région bilingue. Même chose s'applique pour la communauté française. Ils ont des compétences ou juridictions à la région Bruxelles-Capitale et dans la région wallonne qui se trouve dans le sud. Donc, il y a un chevauchement territorial de l'ampleur ou de l'influence potentielle de ces entités non territoriales, les communautés, qui sont présents ensemble et en concurrence sur un même territoire, c'est-à-dire Bruxelles. Les régions, il y en a 3 également, la région flamande,
la région wallonne et donc la région Bruxelles-Capitale, ont des compétences en ce qui concerne tout ce qui touche au territoire. Donc, infrastructure, énergie, économie, nature, commerce. Et de nouveau, chaque région a son propre parlement et gouvernement. Donc les régions sont compétentes pour le financement des bâtiments du système scolaire, hein, mais le système scolaire en soi est compétence de la communauté. Les Flamands ont décidé de joindre les gouvernements et les parlements de la région flamande et de la communauté flamande dans une seule instance. Du côté francophone, on les a gardés séparés. Au niveau fédéral, il y a des pouvoirs de décision sur tout ce qui reste et qui n'a pas été prévu dans la Constitution pour être défédéralisé. Et en gros, c'est justice, défense nationale, politique monétaire et le système de sécurité sociale. Au niveau fédéral, il y a une logique confédérale en place qui veut dire qu'il y a une division en groupes linguistiques. On doit prendre des décisions en double majorité pour des lois qui ont des conséquences pour les régions et communautés concernées. Et au niveau fédéral, dans le gouvernement, il y a une parité garantie au niveau du rôle linguistique. Bon, je passe sur les défis majeurs du système belge. Tania se posait la question, est-ce que la Suisse existe? La Belgique existe toujours. La question est peut-être pour combien de temps encore. Et vous avez assisté à une des conséquences de ce système assez complexe où ce n'est pas tout à fait clair qui a quelle compétence, à quel niveau, et où la région wallonne avait le pouvoir de bloquer pour l'instant, en tout cas, ce traité européen-canadien sur le commerce. Bon, c'est encore beaucoup plus compliqué, hein, mais je vais aller très vite. Dans la région Bruxelles-Capitale, il y a des quotas pour les élus francophones néerlandophones. En plus, pour les compétences qui sont liées aux affaires qui concernent la langue et les personnes, ils ont un sous-parlement. Il y a des sous-parlements à Bruxelles. Donc, il y a un parlement flamand bruxellois et un parlement francophone bruxellois. Et en ajoutant à ça, il y a également un parlement communautaire conjoint flamand-francophone à Bruxelles pour les matières qui sont trop compliquées à distinguer. Hein. Et tous ces instances concernées ont un mot à dire sur l'accueil des immigrés, les nouveaux arrivants, et en ce qui concerne l'école et l'enseignement. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que j'ai gagné, je pourrais commencer à vous expliquer les facilités linguistiques dans les communes à facilité autour de Bruxelles, autour de la frontière linguistique, et le fait que depuis 1963, c'est interdit d'encore compter, en fait, qui parle le néerlandais, qui parle le français, pour ne pas trop compliquer l'affaire encore. Voilà, je passe sur les questions des solutions et des défis, mais je me focalise maintenant sur diversité et enseignement. Vous avez compris, je fais des raccourcis ici, hein, mais globalement, la différence en attitude de la communauté flamande et de la communauté française en ce qui concerne gestion de la diversité, c'est que du côté flamand, on prend comme point de départ le modèle multiculturel. On trouve
que c'est important d'avoir une identité culturelle qui soit reconnue, hein, pas uniquement pour soi-même, ce qui était à l'origine du mouvement d'autonomie des Flamands qui se considéraient comme discriminés dans l'État belge unitaire dominé par les francophones, mais également pour les immigrés, pour les nouveaux arrivants, que c'est important pour eux de ne pas être victimes de la même erreur que les francophones ou les Belges à l'époque ont fait vis-à-vis le groupe flamande, qu'on devrait être accueillant. Et là, ce modèle, c'est copié, dans le cas des Flamands, des Pays-Bas. C'est une politique qui, en principe, est toujours en place, avec reconnaissance des identités culturelles, subventionnement des organisations qui veulent promouvoir la visibilité de la diversité ethnoculturelle. Donc, en gros, si vous avez une association marocaine en Flandre, en tant qu'association marocaine avec ce nom, on va vous subsidier. Parce que le gouvernement flamand le trouve important que des personnes s'expriment en tant que Marocains. Du côté francophone, ça c'est totalement inconcevable. Parce que là, on est totalement inspiré par le modèle républicain que Fabrice vient d'expliquer. Et de temps en temps, les Belges francophones sont même plus puristes que les Français en ce qui concerne leur vision concernant l'importance d'être républicain. Bon, différence de base. Bien établi dans les années 90 et qui continue à avoir des effets, mais en même temps, en ce qui concerne les nouveaux arrivants, il y a un autre modèle qui se superpose. Les Flamands qui ont ce modèle multiculturel comme élément de base ont également comme approche vers les nouveaux arrivants de vouloir imposer qu'ils apprennent la langue de façon obligatoire, des parcours d'intégration pour tous les ressortissants de pays tiers. Dès qu'on s'installe en Flandre, on est obligé à les suivre. C'était un des pionniers en Europe ensemble avec les Pays-Bas. Les francophones, pour une durée assez conséquente, une période assez longue, ont rejeté cette vision parce que bon, ça venait des Flamands, donc ça, en tout cas, ça devrait être une mauvaise idée. Maintenant, les mentalités ont changé un peu parce qu'on a découvert qu'en fait, ça colle parfaitement avec une vision assimilationniste républicaine vis-à-vis la politique des personnes qui sont issues de l'immigration. Je passe sur la question des statistiques ethniques parce qu'on n'a plus de temps. Je pense que je dois en fait m'arrêter maintenant. Non, j'ai encore 3 minutes, je vois. Donc, après vous avoir expliqué la pertinence des visions différentes en ce qui concerne la gestion de la diversité de point de vue des communautés linguistiques dominantes, je veux vous informer un peu plus sur l'impact que ça a sur le système scolaire, où en fait les 3 clivages historiquement les plus importants en Belgique jouent un rôle et expliquent beaucoup d'éléments à mieux comprendre quels sont les défis. Donc la complexité institutionnelle, là, vous avez compris qu'elle est présente et le clivage linguistique a comme impact qu'il y a une existence séparée d'un système d'enseignement francophone et néerlandophone, subventionné de façon différente, géré de façon différente en toute autonomie. Donc en fait, ça n'a pas de sens ou c'est très difficile de parler de l'enseignement en Belgique parce que là, de facto, on a quasi 2 pays. En même temps, c'est un peu paradoxal parce que si on regarde le fonctionnement des 2 systèmes scolaires en tant que quasi-marché, en tant que logique de base, ils restent assez similaires. Les défis restent également assez similaires au niveau
de la ségrégation. Et ça, c'est lié aux deux autres clivages historiquement très importants en Belgique qui perdurent à avoir l'impact des deux côtés de la frontière linguistique. Tout d'abord, le clivage philosophique où, même au moment de la création de la Belgique, il y avait une lutte de pouvoir entre catholiques et libérales. Et ceci se reflète dans l'existence dans notre système d'enseignement, pas d'un réseau unique, mais de plusieurs pouvoirs organisateurs, c'est-à-dire le réseau libre, ce sont les écoles catholiques, le réseau officiel, c'est l'État, c'est la communauté, et le réseau des communes et des provinces qui sont gérés plus localement et qui sont tous financés par l'État, ce qui est un peu bizarre d'un point de vue extérieur, que les écoles catholiques sont subventionnées exactement de la même façon que les écoles publiques. Ce qui complexifie l'affaire sur comment est-ce qu'on va introduire ou pas un cours de philosophie et comparaison des religions, mais cette thématique sera touché par d'autres collègues. Bon, il y a également le clivage socio-économique qui joue un rôle assez important, comme vous voulez le formuler, gauche versus droite ou capital versus travailleur. Nous avons un système où le choix entre l'enseignement général et l'enseignement qualifiant, vocationnel, est fait très tôt. En théorie, du côté francophone à 14 ans, mais en pratique, c'est toujours à 12 ans. Les détails, j'en passe. Du côté flamand, c'est clairement à 12 ans. Et personne ne le dit ouvertement, mais si on retrace la raison d'existence de ces différentes filières d'enseignement, historiquement, l'enseignement général était prévu pour assurer à la classe moyenne élevée et l'élite à pouvoir continuer les études supérieures. Et les formations techniques et professionnelles étaient vues comme un enseignement pour la classe populaire. Aujourd'hui, on fait semblant comme si ce n'est plus le cas et qu'il s'agit de faire des bons choix, mais les faits sont très clairs qu'il y a une reproduction de l'inégalité sociale vu que ces mécanismes mentaux perdurent dans le chef des choix des parents, et ça mène à un phénomène de ségrégation assez élevé. Et je conclus sur ce point, parce qu'à l'heure actuelle, les victimes principales de la reproduction de l'inégalité sociale, ce sont des élèves issus de l'immigration non européenne, vu qu'on est arrivé à un point où le clivage socio-économique, le clivage de classe, se superpose ou est en fait très difficile à distinguer encore des différences ethniques liées à l'origine des personnes concernées. Voilà, je vais terminer là, vu le temps.